6 juin 1944, le C-47 Dakota fait partie des centaines d'avions qui traversent la Manche, se dirigeant vers le sud à travers le ciel nuageux en direction de la Normandie. À bord de cet avion se trouvaient des éléments de la 101e division aéroportée, plus précisément le 2e peloton de la compagnie Dog, le 2e bataillon, le 506e régiment d'infanterie parachutiste. Le chef de saut se lève et crie à ses hommes « Debout, accrochez l'équipement, vérifiez ». Les hommes suivent ses ordres. Au-dessus du bourdonnement monotone des moteurs, le bruit est bientôt rejoint par les détonations des canons anti-aériens de 88 mm. Le transport effectue des manœuvres d'évitement, et la formation soigneusement organisée se disloque, se dispersant pour éviter le feu intense au-dessus de la Normandie, mais loin de leur zone de largage désignée. Et à chaque instant, sous un feu de plus en plus nourri, le pilote prend une décision. Le voyant de saut passe du rouge au vert, et le chef de saut ordonne à ses hommes de quitter l'appareil. Ils n'ont pas besoin d'entendre 2 fois, et les hommes quittent l'avion dans l'obscurité, éclairés seulement par les éclairs des canons et les obus qui explosent. Le dernier homme à quitter l'avion est le chef de saut. La sangle statique de son parachute se tend, la soie sort du sac, et il dérive vers le sol. Lui et ses hommes se sont dispersés à travers la campagne française. Une légende était sur le point de naître. Le lieutenant Ronald Spears était en Normandie. Ronald Spears est né en 1920, à Édimbourg, en Écosse, le plus jeune de 5 enfants. Ses parents ont rapidement déménagé leur famille à Boston, dans le Massachusetts, aux États-Unis. Il poursuivit ses études au Bentley College, obtenant un diplôme en comptabilité, avant de rejoindre l'armée américaine en 1942. D'abord affecté au 339e régiment d'infanterie de la 85e division d'infanterie, sa carrière militaire allait bientôt prendre une autre direction. Les armées du monde entier expérimentaient une nouvelle méthode de guerre, appelée opération aéroportée. Ou, pour le dire simplement, faire sauter un groupe de soldats d'un avion parfaitement en état. Spears a sauté, sans jeu de mots, sur l'occasion sans aucun doute de se tester en tant que membre d'une unité de guerriers d'élite et à la pointe de la technologie. La prime mensuelle supplémentaire de 100 $ pour les officiers était aussi importante. En rejoignant le 506e régiment d'infanterie parachutiste Spears, a commencé l'entraînement de parachutistes au camp Toccoa et à Fort Benning, en Géorgie, avant d'être envoyé au camp McCall, en Caroline du Nord, où il a obtenu ses ailes de saut. Le 506e a été intégré à la toute nouvelle 101e division aéroportée. Spears et les Aigles Hurlants ont été envoyés en Angleterre pour préparer le débarquement de Normandie. Le 6 juin 1944, Spears a atterri à environ 6 km de sa zone de largage prévue, ce qui était une expérience assez courante pour les parachutistes le jour J. C'est ici que la première controverse de sa carrière a eu lieu. Il a réussi à rejoindre 2 autres parachutistes, Art Damasio et un sergent dont le nom n'est pas connu. En se dirigeant vers leur objectif, ils ont rencontré 3 soldats allemands, qui se sont immédiatement rendus aux Américains. 3 parachutistes isolés n'avaient aucun moyen de s'occuper des prisonniers. Donc, selon Damasio, Spears a ordonné à ses subordonnés d'exécuter les Allemands, un chacun. Quelques heures plus tard, Spears aurait fait la même chose, cette fois en exécutant lui-même 4 Allemands capturés. À l'aube, Spears avait rejoint des éléments du 2e bataillon, ainsi que des parachutistes d'autres unités qui étaient dispersés à travers la campagne. En se dirigeant vers le village de Nagranchemi, ils ont essuyé des tirs d'obusiers et de mitrailleuses allemands. Avec les débarquements amphibies bien engagés, il était impératif que ces obusiers soient neutralisés le plus rapidement possible. La tâche est revenue aux hommes de la Easy Company, dirigée par le lieutenant Richard Winters, avec Spears et la Dog Company en soutien. L'assaut sur le manoir de Brécourt a vu les parachutistes s'engager. Les Allemands établissent une base de feu, manœuvrent contre les Allemands en utilisant leurs tranchées comme couverture, et détruisent les canons avec des blocs de TNT et des grenades à manche ennemie. Après avoir saboté les 3 premiers canons, Spears a mené la Dog Company pour prendre le dernier, quittant la sécurité de la tranchée. Ils ont pris d'assaut le dernier canon. Spears a tiré avec sa mitraillette Thompson. Quand les Allemands ont lancé une grenade, il l'a enfoncée dans la boue avec sa botte, atténuant l'explosion et évitant des pertes plus graves. L'assaut contre le manoir de Brécourt a détruit 4 obusiers, et en les éliminant, de nombreuses vies ont été sauvées à Utah Beach. Plus tard ce matin-là, Spears et la compagnie Dog ont atteint Saint-Marie-du-Mont, où ils ont reçu l'ordre de se positionner et de préparer une embuscade pour les Allemands en retraite. C'est à ce moment-là que Spears se retrouvera une fois de plus au centre d'une autre controverse, dont Art Damasio, qui a été témoin de tout l'événement, se souvient. Un sergent intérimaire sous les ordres de Spears a désobéi aux ordres directs.
mettant en danger la sécurité de la compagnie. Di Marzio affirme que ce sergent était ivre et tentait de se précipiter en avant pour engager les Allemands. Même si Spears avait reçu l'ordre de faire halte avec ses hommes et d'attendre un barrage d'artillerie, Spears a donné plusieurs ordres au sergent de se replier, mais en vain. Finalement, l'homme ivre a saisi sa mitrailleuse et l'a pointée sur Spears, qui, en retour, a levé sa mitraillette et a abattu l'homme. En légitime défense, Spears a signalé l'incident à son officier commandant, qui est arrivé sur les lieux et a estimé que Spears avait agi en légitime défense. La prochaine mission de Spears était de protéger le flanc sud de la 4e division d'infanterie en progression, en se joignant au 1er bataillon. La compagnie Dog devait prendre la ville fortifiée de Saint-Combe-du-Mont, avec seulement 1 heure de repos depuis la nuit précédente, et épuisée par une journée entière de combat. Spears et ses hommes sont restés sur la route de contournement, se rendant au carrefour au sud du village et repoussant plusieurs contre-attaques allemandes. Ils ont tenu jusqu'à l'abandon de Saint-Combe-du-Mont et la prise de contrôle par les Alliés. Pour le reste de son temps en Normandie, Spears travaillerait sans relâche pour capturer les villes de Pomonoc et Carentan. Finalement, il fut relevé des lignes de front par la 83e division d'infanterie et renvoyé en Angleterre entre le 11 et le 13 juillet. Lors de son séjour en Normandie, Spears reçut sa première étoile de bronze pour les blessures subies la première semaine de combat. Sa participation à la Seconde Guerre mondiale ne s'est pas limitée à la Normandie. Alors que Spears combattait en Hollande, en Belgique et en Allemagne pendant l'opération Market Garden en Hollande, il fut touché par balle et grièvement blessé, aux fesses et aux hanches, lors d'une mission de reconnaissance en solo, encore une fois en Belgique. Il s'est retrouvé au cœur de combats intenses à Bastogne pendant la bataille des Ardennes, où lui et le reste de la 101e division aéroportée ont été encerclés par les Allemands. À la mi-janvier 1945, le 2e bataillon a été envoyé pour capturer la ville de Foix. L'attaque serait menée par la compagnie Easy, soutenue par la compagnie Item. Easy était dirigé par le lieutenant Norman Dyke. Lors de l'attaque de la ville, ils subirent des tirs allemands, et Dyke ordonna de se mettre à couvert. Selon les récits, Dyke a cédé sous la pression. En réalité, il a été blessé à l'épaule. Mais ses hommes ne l'ont pas vu à cause de leur manteau d'hiver. Quelle qu'en soit la raison, l'attaque s'est arrêtée, et la compagnie Easy était immobilisée. Le commandant du bataillon Dux, Richard Winters, a ordonné à Spears de relever Dyke et de poursuivre l'attaque sans hésitation. Il a couru vers les parachutistes immobilisés et a dit à Dyke « Je prends le commandement », puis il a ordonné aux hommes d'avancer. Il a coordonné le tir de mortier de soutien, a dirigé les mitrailleuses, puis est parti en direction des Allemands, sans s'arrêter pour voir si quelqu'un le suivait. Il y avait cependant un petit problème. La compagnie I devait être informée du nouveau plan. Et toujours homme d'action, Spears s'est chargé de la tâche lui-même. Il a foncé vers eux en traversant les lignes allemandes, les a mis au courant, puis est revenu en courant. Au début, les Allemands étaient tellement surpris qu'ils n'ont pas tiré sur lui, mais cela n'a pas duré. Après avoir montré ses qualités de chef, Spears a pris le commandement de la Easy Company, et il les a dirigés jusqu'à la fin de la guerre. Après la Seconde Guerre mondiale, la soif d'action de Spears ne s'est pas apaisée. Il a sauté dans la guerre de Corée, en octobre 1950, participant à de nombreuses missions, y compris l'opération Tomahawk. Même une décennie plus tard, Spears est resté un atout essentiel pour l'armée américaine, apportant son aide au gouvernement royal laotien pendant la guerre civile au Laos. Lorsqu'il a finalement pris sa retraite, en 1964, en tant que lieutenant-colonel, il a laissé derrière lui un parcours de service qui s'étendait sur 3 guerres et 2 décennies. Mais pour Ronald Spears, l'homme a toujours été plus complexe que l'uniforme. Pour toutes les médailles épinglées sur sa poitrine, l'étoile d'argent, la Légion du mérite et le cœur pourpre, aucune n'égalait la fierté qu'il ressentait pour son fils. Robert Spears a passé ses dernières années non pas sur un champ de bataille, mais à voyager de retour en Angleterre, à poursuivre la paix que la guerre lui avait si souvent refusée. Sa vie personnelle était mouvementée, et ses rencontres avec la mort innombrables, mais l'empreinte qu'il a laissée dans l'histoire est éternelle. Le lieutenant-colonel Ronald Spears était un homme d'action, un chef de légende et l'incarnation ultime de ce à quoi ressemble réellement la persévérance américaine.